à tous. Bonsoir Laurence. Bonsoir Ruth. Nous vous proposons ce soir un débat inédit, un débat sans doute historique, qui rassemble pour la première fois la totalité des candidats à la présidentielle avant le premier tour. Et c'est évidemment en direct sur BFM TV, CNews, RMC et Dailymotion. Pendant 3 heures environ, nous vous proposerons de débattre des préoccupations majeures des Français. Alors nous sommes ici pour aider les Français à choisir leur président ou leur présidente qui se trouve sur ce plateau. Il nous est impossible, vous le savez, de traiter tous les sujets. Nous avons donc dû abandonner un certain nombre de thèmes. Nous le regrettons bien sûr, mais nous avons voulu insister sur vos méthodes. C'est pour ça que nous avons nommé tous nos chapitres comment créer des emplois, comment protéger les Français, comment moraliser la vie politique et comment mettre en œuvre votre modèle social. Chaque candidat aura 1 minute pour se présenter et pour conclure. 1 minute 30 pour répondre à nos questions. Nous espérons que ce sera un débat de proposition et non de dénigrement. C'est un débat qui veut aider les Français à former leur jugement et à décider pour lequel d'entre vous tous il se prononcera le 23 avril. C'est un débat où régnera la courtoisie républicaine. Effectivement, c'est ce que nous espérons, que nous allons mener avec vous, mesdames et messieurs, une discussion où régnera cette courtoisie dont parle Ruth, et qu'ici il y a un débat de niveau présidentiel et où bien sûr chacun et chacune devra respecter son temps de parole. Vous ressentirez peut-être des moments de frustration ou d'impatience, mais c'est la condition pour vous présenter aux Français ainsi que vos programmes. Et on va commencer par les présentations. Effectivement, comment vous présentez aux Français? Qui êtes-vous? C'est le titre de notre première séquence. Nicolas Dupont-Aignan, vous avez été tiré au sort. Comment vous présentez-vous aux Français ce soir? Bonsoir. Merci d'abord à tous d'avoir accepté ce débat. Les Français attendent ce moment de démocratie pour choisir qui va incarner la France, préparer l'avenir de nos enfants, défendre notre civilisation. En politique, comme dans la vie, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent. Il suffit de regarder mon parcours pour savoir qui je suis et quel président je serai. Depuis mon engagement auprès de Philippe Séguin, j'ai toujours servi les Français sans jamais me servir. Je suis fier d'avoir redressé une ville qui était en faillite et 30 000 habitants de cette ville m'ont réélu à 3 reprises à près de 80% des voix. J'ai toujours fait passer mes convictions gaullistes, républicaines, sociales avant ma carrière, notamment lors du référendum sur l'Europe. Aujourd'hui, Français, vous avez le choix. Soit vous continuez avec ceux qui ont ruiné la France, qui vous ont menti. Soit, avec moi, vous reprenez le pouvoir pour construire une France libre, forte, juste, belle. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Emmanuel Macron, bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous? Bonsoir à vous. Bonsoir à vous toutes et tous. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de notre pays parce que je ne crois pas à la fatalité. Ni à la fatalité de l'inaction, ni à la fatalité du tic-tac entre la droite et la gauche, où tous les 5 ans, on nous dit qu'il faut tout supprimer, tout remplacer. Non, je crois pour ma part que notre pays aujourd'hui, il est bloqué par un système politique qui ne veut plus des vraies réformes. J'ai vu cela de près. J'ai vu en effet les réformes bloquées par volonté de durer, par volonté de ne pas faire, parce que des lobbies ou des minorités ne voulaient plus avancer. Eh bien, ce que je vous propose, c'est l'alternance véritable, profonde, le renouvellement de notre vie politique, complet, avec de nouveaux visages, avec de nouveaux usages, parce que j'ai confiance dans notre pays, parce que je crois que nous pouvons relever les défis contemporains, nous en avons les moyens. Et je veux retrouver l'optimisme du peuple français. Ça ne peut pas durer comme cela. Nous pouvons aller de l'avant et le projet que je porte, c'est celui-là, de réformer en profondeur le pays, de prendre les mesures fortes qui s'imposent pour toutes et tous. Marine Le Pen, comment vous présentez-vous aux Français ce soir? Je suis une Française, je suis une mère de famille, je suis une candidate à la présidentielle qui considère que cette élection porte un enjeu de civilisation, qui constate qu'après 5 ans de droite, 5 ans de gauche, notre pays, la France, notre pays que nous aimons tant est livré à l'insécurité galopante, est livré au désordre économique et social, est livré au terrorisme islamiste, est livré évidemment à la contestation de nos valeurs fondamentales et même à la contestation de notre identité nationale.
il est aussi confronté à la mondialisation sauvage, celle qui détruit les emplois, qui délocalise les entreprises, qui dérégule à tout va et qui aggrave la pauvreté. Je veux rendre la parole au peuple, je veux que l'argent des Français retourne aux Français, je veux remettre la France en ordre et pour cela j'ai un projet clair, précis. Je ne suis ni dans le flou, ni dans le mensonge. Et je voudrais dire aux Français que voter pour vraiment reprendre le pouvoir, c'est vraiment le seul vote utile. Merci. Jacques Cheminade, bonsoir. Comment vous présentez-vous devant... Je suis un homme en colère contre tous ces héritiers d'un système qui sont ici et qui n'ont pas voulu prendre le taureau financier par les cornes. Chaque jour, plus d'un agriculteur se suicide, plus d'un travailleur indépendant se suicide. 25% de nos jeunes sont sans emploi. Et on a fixé un minimum vieillesse inférieur de 25% au seuil de pauvreté. C'est un saccage humain. Je ne peux pas le tolérer. Je me bats contre cette dictature financière qui gère tout. Que déplorait François Mitterrand pour masquer son impuissance. Je me bats, au contraire, depuis plus de 40 ans, contre cette dictature financière. Pas en prophète désarmé, mais avec cette arme que nous avions aux jours heureux de la libération, le crédit productif public, qui ont fait que nos arrière-grands-parents et nos grands-parents ont relevé la France. Jean Lassalle. Je pense qu'il faut se battre en fonction de cela. C'est un pari sur l'avenir, il faut le prendre, et je le fais. Jean Lassalle, qui êtes-vous? Comment vous présentez-vous aux Français ce soir? Mes chers compatriotes, je suis fils de berger, frère de berger, je l'étais moi-même. J'ai été élu maire à 21 ans. J'ai eu la chance de créer mon entreprise d'ingénierie environnementale. Pascal, la parisienne, est venue me donner 4 enfants dans mon village. Je suis devenu député passionnément au moment où la France commençait à se défaire. Je me suis dressé contre la suppression des services publics en France. Je me suis dressé contre la perte de 750 000 entreprises dont nous ne nous sommes jamais remis. J'ai été à pied à votre rencontre. Je ne supporte plus l'hystérie qui s'est emparée de nos vies. Je vous propose un avenir basé sur l'espoir et sur les grandes bases de notre vivre ensemble. Merci Jean Lassalle. François Fillon, bonsoir. Comment vous présentez-vous devant les Français? Dans quelques jours, les Français vont devoir choisir le président de la République. Il trouvera devant lui une situation très difficile, mais qui peut être redressée. Nous sommes en guerre. Son rôle de chef des armées sera de protéger les Français et de vaincre le totalitarisme islamique. Il sera aussi de parler clair aux Américains, aux Chinois, à la Russie. Avec 6 millions de Français qui pointent à Pôle emploi et 2200 milliards de dettes, la situation est explosive. Le président et son gouvernement devront rallumer tous les moteurs de l'économie et ils devront transformer le marché de l'emploi. Le président est le garant de la nation française. Il devra restaurer la fierté nationale et se tenir aux côtés des Français qui réclament de l'ordre et de la sécurité. Il devra enfin sauver l'Europe qui est aujourd'hui à la dérive. Et il est temps que la France reprenne les commandes de l'Union européenne. D'ici 10 ans, mon objectif, c'est de faire de notre pays la première puissance en Europe. Une puissance dont l'énergie économique, scientifique et culturelle devra étonner le monde. Il faut de la force pour présider la France. Cette force, je l'ai et je suis prêt à la mettre au service des Français. Nathalie Arthaud, qui êtes-vous? Bonsoir. Je veux faire entendre le camp des travailleurs, les intérêts des ouvriers, des employés, des caissières, des femmes de ménage, des cheminots. Et j'inclus évidemment les chômeurs, qui sont des travailleurs condamnés à l'inactivité. J'inclus les retraités. Je pense aussi aux travailleurs indépendants, aux artisans, aux commerçants, qui sont eux aussi étranglés par le grand capital. Et je voudrais dire qu'ensemble, nous produisons toutes les richesses
y compris les super profits qui sont encaissés par une minorité, y compris les produits de luxe qui sont réservés aux plus riches. Toutes les progrès, toutes les prouesses techniques, les progrès de la médecine, des transports, c'est nous. Nous sommes indispensables à la bonne marche de la société. Alors oui, nos intérêts sont 1000 fois plus légitimes que ceux de la minorité capitaliste qui prospère en attaquant nos emplois, nos salaires, nos conditions de travail et de vie. Dans cette élection, j'appelle le monde du travail à affirmer tout simplement leurs revendications, leurs besoins vitaux, élémentaires. Avoir un emploi, un salaire correct, un minimum de 1 800 €, aussi pouvoir se faire soigner, se loger dignement. Merci. Et une retraite, une pension correcte. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Comment vous présentez-vous aux Français? Bonsoir. J'ai consacré ma vie à une cause, celle du peuple et de la République jusqu'au bout. Aujourd'hui, en me présentant devant vous, je n'ai pas de plan de carrière. Je sers un combat. Je veux mettre fin à la monarchie présidentielle et aux turpitudes de la caste dorée qui l'accompagne. Je veux éradiquer la misère parce qu'on ne peut pas vivre heureux dans un océan de malheur quand 2000 personnes meurent d'abandon dans la rue chaque année. Pour moi, la finance doit rendre l'argent. C'est à elle de payer le retour au plein emploi, c'est à elle de payer les augmentations de salaire. Pour moi, écologiste, le travail humain doit se mettre en harmonie avec la nature et les animaux, si l'on veut sauver la civilisation humaine. Pour moi, l'Europe reste une grande idée, bien sûr, mais les traités qui l'organisent sont une grande calamité. C'est pourquoi je veux sortir de ces traités et faire du neuf. Enfin, je vous invite à agir de toutes vos forces pour la paix, car la guerre de nouveau menace. Au total, mon projet est complet et chiffré. L'histoire de notre peuple en tête, je suis prêt à gouverner. Merci. C'est... Benoît Florent. À François Asselineau. Ah, pardon. Bonsoir, monsieur Asselineau. Allez-y, présentez-vous. Eh bien, bonsoir. J'ai 59 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et comme des millions de Français, je suis quelqu'un d'origine modeste. Mon parcours professionnel m'a amené dans les allées du pouvoir et j'ai pu accompagner, en tant que haut fonctionnaire, François Mitterrand ou Jacques Chirac, dans des rencontres avec les plus grands chefs d'État de la planète. Ce que j'ai découvert à cette occasion, c'est un secret assez bien gardé, c'est en fait que les dirigeants français n'ont plus les manettes. En réalité, toutes les grandes décisions politiques, économiques, sociales, budgétaires, diplomatiques et militaires sont désormais décidées par des institutions qui s'appellent la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles mais qui est dirigé depuis Washington. Et tout ceci nous mène à la destruction de nos acquis sociaux négociés par les parents, les grands-parents, à l'affaiblissement, à la disparition du rayonnement de la France dans le monde. Tout ceci, en fait, nous mène au désastre. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer un parti politique pour appeler les Français à se rassembler au-dessus du clivage droite-gauche pour rendre à la France son indépendance et sa souveraineté nationale. C'est d'ailleurs le devoir du président de la République en vertu de l'article 5 de notre Constitution. Benoît Hamon, bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous aux Français. Je n'ai pas envie d'attiser une des plaies de notre époque, le narcissisme, l'individualisme, la défiance. Je vais en finir avec les hypocrisies et les hypocrites. Ces hypocrisies qui jettent un voile pudique sur l'essentiel. La transition écologique sans laquelle nous laisserons un monde irrespirable et invivable pour nos enfants. La révolution numérique qui transforme le travail et vos emplois. La nécessité d'une profonde respiration démocratique pour que vous ayez vraiment le pouvoir. Et pour cela, je veux être un président honnête. Face à la crise politique, la crise morale, la défaillance des élites françaises, le peuple français a besoin de s'unir autour d'un président honnête, pour que vous n'ayez plus jamais honte. Je veux être aussi un président combattant. Combattant face à Poutine et la Russie, combattant face aux États-Unis de Trump, face à la Chine, face à nos intérêts qu'il faut défendre dans une Europe austéritaire. Combattant pour défendre vos intérêts, à vous retraités, à vous travailleurs, à vous jeunes, face aux lobbies, face aux puissances de l'argent, pour faire en sorte que demain, vous soyez sûr d'avoir un président qui sait pour qui il se bat. Honnête, combattant, humain. Voilà qui je suis. Merci Benoît Hamon. Qui êtes-vous? Philippe Poutou, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Donc, moi, je suis ouvrier à l'usine Ford à Bordeaux.
Et à part Nathalie Arthaud autour de ces pupitres, je crois que je suis le seul à avoir un métier normal, un travail normal. Et justement, on nous met dans la peau du petit candidat, de celui qui représente rien, de celui qui n'a pas sa place ici. Je crois qu'on peut parler, nous, au nom de millions de gens qui souffrent de la crise, qui souffrent de cette société, qu'on ras-le-bol même de ce rouleau compresseur capitaliste qui détruit tout sur son passage, qui détruit à la fois les droits sociaux, mais qui aussi détruit l'environnement. Donc exprimer cette colère-là d'en bas contre des ultra-riches, en plus des richesses indécentes. Hein, on le voit, on aura l'occasion d'en parler ce soir certainement. Contre ces politiciens aussi corrompus. Il y en a qui se reconnaîtront ici autour de la salle ou autour des pupitres. Ras-le-bol aussi de ces politiques réactionnaires, de ce racisme, de cette xénophobie, une ambiance qui essaie de retourner le mécontentement des gens contre les immigrés, contre ceux qui essaient de survivre dans des situations dramatiques. Donc voilà, c'est cette colère-là que je veux exprimer dans cette campagne-là, que je veux aider à porter cette parole-là. Donc dénoncer ce système capitaliste et en même temps aussi apporter une note d'espoir, de dire qu'un jour ou l'autre, et en tout cas très rapidement, ce qui sera d'actualité pour nous, c'est de riposter, de retrouver confiance dans nos propres forces et de mener des batailles pour changer tout ça. Merci Philippe Poutou. Il n'y a pas de petits et de grands candidats sur ce plateau. Il n'y a que des candidats, monsieur Poutou. Vous l'avez remarqué puisque vous êtes 11. Et nous aussi, nous le remarquons. Merci à tous d'avoir plus ou moins respecté votre temps de parole. Comment créer des emplois? Notre première partie est consacrée à cette question qui est un dossier fondamental pour les Français. Aujourd'hui, 9,7%, 5,5 millions de chômeurs. François Fillon, vous avez été tiré au sort pour répondre le premier à la question. 192 000 emplois ont été créés en 2016. C'est le meilleur chiffre depuis 2007. C'est très largement insuffisant pour les Français. Mais comment feriez-vous mieux en tant que président ? Les chiffres sont cruels, ils sont tombés hier, ceux du chômage en Europe. Taux de chômage en Allemagne 3,9%, taux de chômage en France 10%. Et donc il est temps de regarder sans tabou ce que d'autres ont fait pour aboutir à redonner de l'espoir à leur pays et à la jeunesse de leur pays. Et c'est ce que je propose. Je propose la liberté. C'est de liberté que notre économie a besoin. Et c'est la raison pour laquelle, dès l'été 2017, je demanderai au Parlement de libérer le marché du travail, de permettre la libre négociation par accord majoritaire dans les entreprises sur le temps de travail, de rénover le Code du travail autour des normes sociales fondamentales, de baisser de 40 milliards les charges qui pèsent et les impôts qui pèsent sur les entreprises pour nous mettre au niveau de nos voisins, de libérer l'investissement, de développer massivement l'alternance qui devrait devenir une voie principale d'accès à l'emploi, d'investir dans les nouvelles technologies, dans les marchés de demain, dans les technologies qui permettront à la France de retrouver du dynamisme et de la croissance, mais aussi de réformer le RSI pour permettre aux petits entrepreneurs de réussir ou de supprimer toute une série de normes qui pèsent sur l'agriculture, qui ont été imposées au-delà même des normes européennes et qui empêchent cette activité essentielle pour l'économie française de se développer. Jean-Luc Mélenchon, c'est à vous. Je vous ai entendu, vous avez dit la finance doit payer le retour au plein emploi. Vous proposez-vous d'abroger la loi travail. Vous voulez aussi un grand plan d'investissement de 100 milliards, notamment dans le secteur de l'économie verte. Quel type d'emploi vous voulez créer? À quelle échéance et combien? Alors déjà, vous avez bien fait de rappeler le point de départ. Il s'agit de rétablir l'ordre public social dans notre pays. Du coup, je suis en désaccord total avec ce que vient de dire M. Fillon. Pas question qu'il y ait un code du travail par entreprise, pas plus que, comme je l'ai déjà dit, un code de la route par rue. Tout ça est absurde. Il faut restabiliser le droit social et pour cela, la hiérarchie des normes. La loi d'abord, le contrat après. Et ça crée des conditions d'égalité et de concurrence loyale. Une fois ça fait, il s'agit de relancer l'activité. Et il faut le faire massivement. Donc non pas retirer 100 milliards, comme propose de le faire M. Fillon, de l'économie du pays, mais au contraire les y mettre en les concentrant sur toutes les tâches de transition écologique. Je pense par exemple aux 100% d'énergie renouvelable, je pense à la modification du modèle agricole, car contrairement à vous, je ne crois pas que le modèle agricole actuel mérite de continuer, car il est extrêmement contre-productif pour la santé des gens. Donc la transition écologique, et puis augmenter les salaires, voilà pourquoi j'ai dit la finance doit payer, oui, augmenter les salaires pour relancer l'activité, et enfin partager le temps de travail, car ce que je veux rappeler à tout le monde ici, c'est que les meilleures années du siècle, pour ce qui est de la création de postes d'emploi, ça a été sous Lionel Jospin, au moment où on a réduit le temps de travail à 35 heures. Donc je propose de le réduire dans la semaine,
35 heures, augmenter toutes les heures après. À propos de M. Fillon, vous nous direz si les gens vont travailler gratuitement avec vous de 35 à 39 heures. Et puis, diminuer également dans la vie, c'est-à-dire le retour à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités de payer pour pouvoir avoir la retraite à taux plein. Nous parlerons de la retraite tout à l'heure. Jacques Cheminade, vous vous intéressez à l'emploi des jeunes. 24,6% des 15-24 ans en France sont au chômage contre 7% en Allemagne. Quelle idée avez-vous ? Bien, je pense qu'il faut donner un RSA absolument automatique et à tous les jeunes de 18 à 25 ans, d'abord. Ensuite, il faut créer de l'emploi. Et comme il a été dit... C'est le sujet de ce soir, oui. Si on veut créer de l'emploi, il faut des sommes très importantes pour renverser le cours des choses. Je propose 100 milliards par an pendant 5 ans pour créer 5 millions d'emplois. Pour les jeunes en particulier, dans tous les domaines que sont la robotique, que sont le numérique, la 3D, tous les domaines du futur. Comment le faire ? Alors on dit c'est trop, c'est pas possible. Eh bien, la part française dans ce qu'émet Mario Draghi dans sa Banque Centrale Européenne, c'est 120 milliards par an. C'est 960 milliards divisé par 12,5. Donc, il faut faire une toute autre politique. Avec qui ? Avec les BRICS, avec les pays du Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, tous ces pays-là, avec de grands projets. Il faut développer l'Afrique, il faut une politique de l'espace, il faut une politique de la mer. Toutes ces politiques-là doivent permettre de créer de l'emploi et de l'emploi productif, du vrai. Et Philippe Poutou, vous proposez l'interdiction des licenciements. Comment faire appliquer une telle mesure dans les entreprises et comment est-ce que ça règle le problème des plus de 5 millions de chômeurs aujourd'hui dans notre pays ? Mais déjà, il faut partir de la situation actuelle. C'est 6 millions de chômeurs, un peu plus, oui. Chômeurs et précaires. Une grosse souffrance, des niveaux de vie qui se sont dégradés fortement. Et de l'autre côté, des richesses énormes, des profits énormes, 75 milliards de bénéfices pour les grosses entreprises, pour celles du CAC 40, des actionnaires qui se gavent avec à peu près 55 milliards d'euros donc l'année dernière. Tout ça, c'est en hausse, en grosse hausse. Et puis des milliardaires toujours plus riches, toujours plus milliardaires. Donc on voit qu'il y a de l'argent. Et donc le problème qu'il y a, c'est qu'on pense qu'il y a une politique différente à mener, qui est possible, mais ça veut dire partager les richesses. Ça veut dire prendre là où il y a l'argent, mais ça veut dire aller reprendre ce que les patrons, ce que les capitalistes ont piqué depuis des années à l'ensemble des salariés. Donc c'est la redistribution des richesses qui est à l'ordre du jour. Et donc ça passe par l'interdiction des licenciements. Et évidemment, immédiatement, c'est des mesures urgentes. Ça passe par la réduction du temps de travail. Ça a été dit et ça sera dit par d'autres candidats. Et ça passe aussi par la retraite à 60 ans. Mais en tout cas, il faut partager le travail entre toutes et tous parce qu'il y a aussi d'un côté la question de maintenir l'emploi pour l'ensemble de la population. Mais il y a aussi combattre la souffrance au travail parce qu'il y a une intensification du travail. Il y a une véritable souffrance au travail, le burn-out, même des suicides et la flexibilité, tout ça, il faut le combattre et c'est forcément en embauchant. Comment vous créez des emplois ? Comment est-ce que vous les créez, en fait, les emplois ? Non, mais là, je suis en train de répondre tranquillement, donc après, vous inquiétez pas. Mais là, c'est des mesures. Nous, on pense que c'est des mesures autoritaires, donc il faut interdire le licenciement, il faut réduire le temps de travail, et c'est comme ça qu'on créera des emplois. Et on sait que les moyens de le financer, ça existe. Le problème, c'est que nous, on pense que c'est une question de choix politique, c'est pas du tout un problème technique. Ça s'impose. Alors évidemment, quand on voit aujourd'hui les politiciens qui sont là, ceux qui sont au gouvernement depuis très longtemps, qui nous justifient toujours des politiques ultralibérales, on sait que ça viendra pas d'eux. Ça ne peut venir que d'en bas, par des batailles sociales. Et c'est pour ça qu'à Ford, par exemple, on se bat pour défendre nos emplois. C'est pour ça qu'à Haribo, aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour l'emploi, ou Vélib, aujourd'hui, les salariés étaient en manifestation. Voilà. Donc c'est des batailles sociales qu'il faut mener. Merci beaucoup. Emmanuel Macron, vous avez été ministre de l'économie de François Hollande, qui n'a pas vaincu le chômage. Comment atteignez-vous le taux de chômage de 7% que vous nous promettez pour 2022 ? J'ai vu que vous avez parlé d'alternance véritable. 7%, c'est le chiffre de chômage qu'avait la France en 2007. Donc ça n'est pas impossible. Ça n'est pas un chiffre mirifique. Et si on compare avec nos voisins, c'est un chiffre qui est atteignable. Ce sont les entreprises et les entrepreneurs qui créent des emplois. Et donc il faut d'abord simplifier. Simplifier la vie des artisans, des commerçants, des indépendants en supprimant le RSI. Ensuite, simplifier le droit du travail en permettant de l'adapter au niveau du secteur, de la taille de l'entreprise, et donc en renvoyant davantage à la négociation dans l'entreprise et dans la branche professionnelle. Parce que c'est là qu'on peut trouver les bons accords qui permettent de définir le bon seuil social, qui permettent de définir la bonne organisation justement dans l'entreprise. La deuxième chose, c'est de baisser les charges. Parce qu'en effet, si on veut relancer l'emploi, et c'est ce qui d'ailleurs, dans la période qui a été évoquée par Jean-Luc Mélenchon, a été très efficace, c'est la baisse des charges qui a accompagné la baisse du temps de travail. Et donc baisser les charges, ça veut dire, c'est ce que je propose, ramener à 0 charge générale au niveau du SMIC, c'est 1800 € de charge en moins par an, ça veut dire baisser de 6 points de charge un emploi jusqu'à 2 SMIC et demi. Et puis, ensuite, il faut investir et former. Il y a 60% des emplois qui existeront en France en 2030 que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Ça suppose d'investir massivement
dans le numérique, dans l'écologie, dans la rénovation thermique des bâtiments, dans des secteurs qui justement vont permettre de créer des emplois. Ce que je propose à travers un plan d'investissement. Et puis investir dans la formation des chômeurs et des demandeurs d'emploi, parce que c'est la clé. On a aujourd'hui pour 100 € de formation professionnelle, 15 € qui va vers un chômeur. Et donc là aussi, on doit investir pour relancer la machine. Benoît Hamon, on a beaucoup parlé de votre revenu universel pour sécuriser les parcours professionnels. Chacun d'entre nous est amené un jour ou l'autre à croiser et à se retrouver au chômage. Là, il s'agit de protéger. Comment est-ce que vous créez des emplois, notamment pour les jeunes, et je pense à l'apprentissage? Je créerai avec mon projet 1 million d'emplois sur le quinquennat. Mais d'abord, il faut commencer par tourner le dos à des politiques qui n'ont pas marché. Ce que M. Fillon a oublié de nous dire, c'est qu'il va faire d'abord un plan social de 500 000 destructions d'emplois dans la fonction publique, pour commencer. Donc il a intérêt à créer beaucoup d'emplois s'il veut pouvoir réduire le chômage. Ensuite, revoir le Code du travail, démolir le Code du travail, baisser les cotisations sociales patronales, on l'a déjà fait à peu près partout. Et en France, ça n'a ramené ni la croissance, ni fait baisser le chômage. Moi, je propose 2 pistes. La première, c'est de relancer le pouvoir d'achat des Français. Et le revenu universel, dès lors qu'il concernera 19 millions de Français qui verront leur feuille de paye augmenter, réinjectera 35 milliards d'euros dans l'économie qui seront consommés, rempliront les carnets de commandes des entreprises et permettront de créer des emplois. Mais ça ne peut pas suffire. Ce qu'il faut faire à côté de cela, outre augmenter le SMIC, augmenter les minima sociaux, c'est aider aujourd'hui les entreprises à investir. Moi, je propose une mesure simple. Que les entreprises qui innovent, investissent, voient leur impôt sur les bénéfices des sociétés reculer. Que les entreprises qui distribuent des dividendes par priorité voient leur impôt sur les bénéfices des sociétés augmenter. Objectif, qu'elles investissent davantage. Et c'est la raison pour laquelle je préconise que les 70 milliards de commandes publiques soient réservés pour moitié à des entreprises, des petites et moyennes localement, de façon à inscrire le développement économique dans nos territoires. Dernière chose, qui ne voit pas qu'une entreprise est compétitive quand un salarié est productif, et il est productif quand il va bien. Et moi, je veux que demain, la question de la pénibilité, de la souffrance au travail, du fléau de ce siècle, les pathologies psychiques, c'est-à-dire le burn-out, soient pris en compte pour renégocier l'organisation du travail, créer des emplois, partager le travail et reconnaître enfin ce fameux burn-out comme une maladie professionnelle. Merci Benoît Hamon. Jean Lassalle, vous dites dans votre programme créer entre 15 et 20 000 emplois dès l'été 2017, grâce au lycée professionnel aux entreprises volontaires. Ça semble une mesure ponctuelle, mais sur le temps, comment est-ce que vous créez des emplois durables? D'abord, j'ai besoin de retrouver un espace politique, financier, économique dont la France ne dispose plus depuis trop longtemps déjà. Parce que tout ce que nous pourrons dire ce soir est voué à l'échec, comme ça a été le cas depuis 30 ans. Inutile de rappeler les chiffres que tout le monde connaît, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de le faire. 300 000 € de dette par minute, 200 fermes agricoles qui disparaissent toutes les semaines, 30 suicides par jour et 254 qui essayent de le faire. Voilà la réalité. Alors, en ce qui concerne le modèle social, il faut voir d'abord qu'il y a ceux qui travaillent, il y a les sans-emploi et il y a des gisements d'emplois invisibles. Je pense notamment aux banlieues, je pense notamment à l'agriculture, je pense à tout ce qu'il faut reconstruire. Alors, pour ce faire, je pense qu'il faut m'appuyer sur la relance de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, qui va nous permettre de trouver très rapidement des solutions sur les nouvelles technologies. Et puis, j'ai créé effectivement 15 000 emplois dès le premier été, en mobilisant les lycées, en mobilisant les chefs d'entreprise et 15 000 apprentis qui voudront bien. Il s'agit parfois d'apprendre à ajuster 2 tuyaux. Et si je crée 15 000 emplois dès le premier été, ce sera un signe extraordinaire. Merci. Je vais créer... Merci. C'est pas fini? Si, quasiment. 1:40, vous aviez 1 minute 30 de réponse. Je vous invite d'ailleurs à interagir s'il y a des choses qui vous surprennent dans les interventions des différents concurrents. Nicolas Dupont-Aignan, voulez-vous baisser les charges de 30 milliards d'euros pour les entreprises, mais uniquement celles qui produisent en France? Comment est-ce que vous faites? Vous changez la Constitution? Comment vous faites? Non, je change les règles du jeu. Parce que j'ai écouté les uns et les autres. C'est extravagant. Monsieur Macron, qui a été ministre, Monsieur Fillon, qui a été Premier ministre, ça fait 10 ans qu'on nous raconte les mêmes sornettes. Ça fait 10 ans que nos entreprises sont concurrencées déloyalement.
Ça fait 10 ans que vous avez augmenté les impôts, 30 milliards pour M. Fillon, 60 pour M. Macron. Non. Et très clairement, vous étiez le ministre, je crois que vous êtes un peu amnésique. Non, vous étiez le ministre de François Hollande. Je n'ai jamais été ministre des Finances ni Premier ministre. Ah bon, alors vous n'étiez pas solidaire de votre gouvernement, c'est extravagant. Et j'ai été à ce moment-là, je n'étais pas ministre dans la période que vous indiquez. Mais non, c'est jamais vous. On peut être factuel. C'est jamais vous. En tout cas, il faut changer de règle du jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord baisser les charges, mais uniquement pour les entreprises qui produisent en France. Et c'est ça ma différence. Je veux supprimer la concurrence déloyale. Du premier jour de mon élection, je supprimerai la directive travailleurs détachés. C'est inacceptable que des personnes viennent de Roumanie, de Pologne, d'Espagne et ne payent pas les charges sociales quand nos artisans, nos indépendants les payent. Aucun d'entre vous n'a osé supprimer cette directive, vous l'avez même signée. Il est inacceptable que nous continuions. Non, vous êtes abstenu, vous. Il est inacceptable. Eh bien, vous vérifiez votre vote, vous vous êtes abstenu. Il est inacceptable. Vous suivez pas, mais je vous le dis, moi. Pardon, Monsieur Mélenchon, si je peux Allez-y, terminer. Monsieur Dupont-Aignan. Il est inacceptable que vous ayez signé tous ces traités internationaux qui ont baissé les barrières douanières. Vous savez, on y arrivera s'il y a un bonus fiscal, et je propose un bonus fiscal très fort, la division par 2 de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Oui, avec moi, il y aura une différence entre les entreprises qui produisent en France et celles qui délocalisent. Alors ça veut dire, il faut être très clair, la renégociation des traités européens, car on ne peut pas accepter de se faire tuer dans notre pays par des règles auxquelles on a adhéré. Il faut donc rompre et dynamiser nos entreprises. Par ailleurs, je propose une baisse d'impôts massive, Ce sera le mot de la 60 milliards, je suis le seul à aller aussi loin, car vous savez, pour qu'il y ait des clients dans les magasins et dans les usines, il faut qu'il y ait des consommateurs. Merci. Et donc il faut arrêter la politique de restriction du pouvoir d'achat. On va parler de l'Europe dans un instant, hein, évidemment. Nathalie Arthaud, vous voulez que les grands moyens de production, les usines et les banques appartiennent à la société par confiscation, par rachat. Et est-ce que concrètement, ça va donner de l'emploi aux 5,5 millions de chômeurs? Il faut commencer par le début. Moi, comme Philippe Poutou, oui, je pense qu'il faut arrêter l'hémorragie, parce que là, on est en train de discuter de comment on recrée des emplois. Mais vous savez quand même que la BNP Paribas, elle a fait 7,7 milliards de bénéfices. Elle supprime près de 700 emplois. PSA, Renault, Sanofi, pareil, ils ont explosé leur profit, ils suppriment des emplois. C'est pareil pour Orange, pour SFR. Alors écoutez, si vraiment on veut combattre le chômage, mais qu'on commence par ça, qu'on commence par leur imposer qu'ils maintiennent les emplois. Qu'est-ce que ça leur coûterait? Rien, une bagatelle. J'ai fait le calcul pour la BNP Paribas, c'est 0,3% de leur profit. Alors oui, il faut commencer par ça, par les contraints à maintenir les emplois, si on veut être sérieux. Hein, mais quand j'entends tous les autres nous expliquent, voilà, c'est des plans sur la comète, mais qu'on commence déjà par interdire les licenciements. Et oui, il faut répartir le travail entre tous. C'est complètement dingue de voir aujourd'hui des gens qui sont surmenés, qui n'en peuvent plus, des cadences infernales. Hein. On rajoute le temps de transport. C'est des journées délirantes où les gens sont KO quand on est au boulot. Donc il faut soulager ceux qui sont au travail et oui, créer des emplois à côté. Et après, j'entends, il y a des gisements invisibles, il faut créer des emplois ici, là. Mais attendez, il y a trop d'infirmières, d'aides-soignantes dans les hôpitaux, il y a trop d'enseignants dans les écoles, il y a trop de conducteurs de train, mais pas du tout. Il faut embaucher dans tous ces services qui sont utiles à la population. On le sait tous, il manque des bras dans tous ces secteurs, dans les crèches, dans les maisons de retraite. Nous parlerons des services publics tout à l'heure. Voilà, il y a effectivement les moyens de créer des emplois, mais ça veut dire, oui, avoir une volonté, et la volonté, non pas de faire des cadeaux au patronat, mais la volonté de prendre sur les profits qui existent aujourd'hui dans la société. Marine Le Pen, vous voulez actionner plusieurs leviers, à la fois alléger les charges sociales sur les TPE, les PME, mais aussi vous proposez la priorité nationale à l'emploi, en l'inscrivant dans la Constitution. Combien d'emplois cela peut créer? Est-ce que vous avez chiffré cette mesure? D'abord, cette mesure, permettez-moi, mais elle va rapporter de l'argent, vous voyez, ça fait du bien. Somme toute, puisque cette priorité à l'emploi passera effectivement par une taxe sur les contrats futurs pour les entreprises qui voudraient embaucher des étrangers. Mais permettez-moi de revenir un tout petit peu en arrière. Il y a deux éléments essentiels.
L'État doit mettre en œuvre un contexte favorable aux entreprises. Les entreprises ne demandent rien de plus que cela. Ne pas avoir un État qui les gêne, qui les écrase de normes, qui les écrase de fiscalité, qui leur crée des difficultés comme le RSI, qui a été quelque chose qui a été mis en œuvre par la droite et qui a, encore une fois, tué des milliers d'indépendants. Donc il faut un IS progressif pour les entreprises, il faut baisser les charges et ça ne coûtera rien puisqu'en réalité, on réoriente notamment le CICE, vous savez, Crédit impôt compétitivité. Voilà, c'est ça, le truc qui avait été créé. Puis M. Gattaz avait un badge avec marqué 1 million d'emplois. Il avait promis 1 million d'emplois en contrepartie. En réalité, les grandes entreprises ont pris ce CICE et en réalité n'en ont rien fait. Elles n'ont pas fait un emploi supplémentaire. Donc moi, je veux réorienter tout ça vers les TPE-PME. Clairement, les TPE-PME, c'est mon objectif, avec une attention particulière pour les ETI. Mais il faut du patriotisme économique. Il faut du patriotisme économique. Il faut encore une fois que nos entreprises aient un avantage dans la commande publique. C'est vrai pour nos entreprises, pour nos industries, c'est vrai pour notre agriculture. Il faut du protectionnisme intelligent parce qu'on ne peut pas accepter que nos productions soient mises en compétition avec des produits qui ne respectent pas les mêmes normes, qui sont produits en vertu de dumping social, de dumping environnemental. Et non, Monsieur Mélenchon, nous n'avons évidemment pas voté la directive détachement. Nous nous sommes abstenus sur l'escroquerie qui a consisté à nous expliquer qu'il fallait lutter contre la fraude. Mais moi, je me moque de la fraude. Je ne veux pas de cette directive détachement. Même si on respecte la loi, je la trouve profondément Jean-Luc Mélenchon pour les travailleurs, parce qu'elle crée une priorité, en réalité, étrangère à l'emploi, puisque le travailleur étranger est moins cher que le travailleur Vous voulez français. répondre, Jean-Luc Mélenchon ? Oh, je lui ai dit qu'elle s'était abstenue, elle en convient, tout me va. Pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous écoutent bien comprendre, le travailleur détaché, c'est pas la personne qui est en cause. C'est le fait qu'il est embauché, c'est pas sa nationalité qui compte. Il est embauché et il ne cotise pas, il n'a pas les mêmes cotisations sociales que quelqu'un qui est embauché ici. À la fin, on arrive au résultat suivant. Vous avez 10% des travailleurs détachés qui sont des travailleurs français, sous statut d'une société qui est cachée quelque part dans un paradis fiscal, le plus gros d'entre eux étant le Luxembourg. Voilà ce que cette directive travailleurs détachés qui va détruire notre statut social. Juste un mot pour dire que l'entrepreneur qui fait les choses correctement, qui prend quelqu'un, qui paye les cotisations, mais voit le voisin d'à côté qu'embauche un travailleur détaché qui coûte moins cher, comment voulez-vous qu'il résiste? Merci. Donc, je suis élu, plus de travailleurs détachés. Alors, la réponse d'Emmanuel Macron, Jacques Cheminade, François Asselineau, nous revenons vers vous tout de suite. Mais sur ce volet-là, on oublie de dire à chaque fois qu'il y a près de 300 000 Français qui sont travailleurs détachés. Donc vous irez leur expliquer les uns et les autres que dès demain, c'est fini pour eux. Oui. Non, le problème, c'est le travail détaché illégal. C'est quand on contourne la loi et quand on ne la respecte pas. C'est ça le problème. Non, monsieur. Pardon de vous le dire, mais si. Alors, pas tous en même temps. Non, mais c'est trop facile. Et donc, là-dessus, moi je peux vous le dire, on a pris, quand j'étais ministre, j'ai fait voter une loi qui a permis justement de contrôler cela en mettant des cartes d'identité dans le BTP. Eh bien, c'est en train de marcher. C'est en train de se développer. On va parler de l'Europe dans un instant. Et donc, mais c'est totalement faux. Mais vous irez expliquer dans ces cas-là à des centaines de salariés français qui ferment leur emploi. Non. Ils sont pas. Les travailleurs frontaliers ne sont pas tous des travailleurs détachés. Ils ne le sont pas tous. Donc, ne faites pas les braquets comme ça. Mais il y en a beaucoup. Vous ne pouvez pas accepter. Merci. On n'a pas entendu M. Asselineau sur ce sujet. Vous ne pouvez pas accepter qu'on ne paye pas les mêmes cotisations sociales pour le même travail. Monsieur Mélenchon, vous allez dépasser votre temps de travail. Monsieur Mélenchon, je n'accepte juste pas qu'on déforme ce qu'est la réalité. Je suis pour un contrôle, je suis pour l'harmonisation sociale, on pourra se retrouver là-dessus. Oui, mais c'est pas dans les traités, c'est interdit. Mais je suis simplement en train de vous dire que le cœur du problème aujourd'hui, il est dans un contrôle accru qui est en train de se développer, mais qui est insuffisant. François Asselineau, François Asselineau n'a pas pris la parole et je vous donnerai la parole là-dessus, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut recruter des inspecteurs du travail? On va y revenir. Benoît Hamon, s'il vous plaît. Beaucoup moins aujourd'hui. Si on veut effectivement contrôler cette directive détachement des travailleurs, il faut contrôler des inspecteurs du travail. François Asselineau va parler et ensuite nous allons revenir puisque la partie suivante est consacrée à l'Europe. Ça tombe bien, on avait prévu. C'est de ça dont on l'avait prévu. Allons-y, François Asselineau, à vous. Peut-être pouvez-vous déjà réagir là-dessus. Oui, d'abord, je crois qu'il ne faut pas se tromper d'élection. Nous ne sommes pas dans les élections législatives, il ne s'agit pas d'avoir un programme économique et social, il s'agit de l'élection présidentielle. Et comme le disait Charles de Gaulle, le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France.
Je viens d'entendre ici un certain nombre de candidats qui ont tous des idées tout à fait intéressantes, sauf qu'elles sont totalement inapplicables dans le cadre des traités européens et notamment dans le cadre du rapport des grandes orientations de politique économique publié chaque année par la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, monsieur Dupont-Aignan, par exemple, propose de limiter les baisses de charges aux entreprises fabricant sur le sol national. C'est évidemment interdit par les traités européens. Monsieur Mélenchon, madame Le Pen proposent, bien entendu, de lutter contre la directive des travailleurs détachés, sauf que les Polonais, les Roumains, par exemple, refusent absolument la remise en cause de cette directive. Monsieur, donc, je pourrais prendre ainsi tous les candidats. En réalité, ils ne vous disent pas la vérité, mes chers concitoyens. La réalité, c'est que tous les traités européens nous donnent un cadenas, nous cadenassent dans une politique économique et sociale qui est devenue intolérable pour les Français. Et j'ajoute que ça n'est pas une spécificité française. Il suffit de regarder les pays d'Europe du Sud, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui souffrent encore davantage que nous d'un euro trop cher et d'une mise en concurrence sans aucune protection avec nos partenaires européens et avec le reste du monde. On a déjà donc franchi le cap de la partie que nous voulions faire sur l'Europe, la politique évidemment de l'emploi au cœur de l'Europe. Comment certains d'entre vous ont déjà commencé à répondre. L'Europe est-elle un atout ou un handicap pour notre politique économique et pour la création d'emplois? Nicolas Dupont-Aignan, vous voulez du protectionnisme incitatif? Qu'est-ce que c'est exactement? D'abord, je voudrais dire que M. Macron est très clair. Il veut maintenir la directive travailleurs détachés, c'est-à-dire la concurrence déloyale au cœur de notre pays. Et parler de contrôle, c'est impossible de contrôler. Et tous les artisans le savent. Donc, il faut changer les règles du jeu. Alors oui, dans le cadre des traités actuels, il est impossible de créer de l'emploi en France. Il faut donc, et c'est l'enjeu de l'élection présidentielle de 2017, il faut changer de cadre. Sinon, la France crèvera à petit feu. Nos ouvriers, nos agriculteurs. Mais je vais vous dire le protectionnisme. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Changer de cadre. Il y a une profession où les présidents, les gouvernements ont tout à fait accepté le protectionnisme que je propose incitatif. C'est le cinéma français. Alors pourquoi ce qui est valable pour le cinéma français, c'est-à-dire des incitations fiscales, des quotas, n'est pas valable pour nos agriculteurs ou pour nos ouvriers? Qu'on m'explique. C'est tout à fait possible. Et il y a un moment où la France doit être la France, c'est-à-dire avoir un président qui dit à Mme Merkel « on ne joue plus, c'est fini ». C'est ce qu'a fait le général de Gaulle avec la politique de la chaise vide. Et cela a d'ailleurs abouti à la plus belle politique agricole commune. Donc c'est très simple. Où on change de cap, ce que ne veulent pas faire ni M. Macron, ni M. Fillon. M. Dupont-Aignan. C'est clair. Où on ose dire à un moment donné... Oui, on ne joue plus parce qu'on va défendre d'abord les intérêts français. Et je voudrais insister sur un point. On peut le faire en développant ensuite des coopérations sur des grands sujets scientifiques. Car oui, on a besoin d'Europe, mais l'Europe des projets à 3 ou 4 pays sur, par exemple, la lutte contre le cancer, la voiture propre, le panneau solaire de demain, l'aide à l'Afrique. C'est une Europe confédérale, radicalement différente que je propose. Emmanuel Macron, vous, votre Europe, elle est très très ouverte, très généreuse. Est-ce qu'elle n'est pas un peu naïve? Je vous remercie de ce qualificatif. J'ai l'Europe en effet au cœur et je pense être l'un des seuls à avoir constamment soutenu ce projet parce que je pense qu'il nous rend plus forts. Je n'ai pour autant pas l'Europe naïve. Je dis juste, quand on dit on va tout déchirer, comme ce qui était proposé à l'instant sur le travail détaché, ça n'a pas grand sens quand on ne regarde pas les conséquences que ça a sur nous. Pas plus que quand Mme Le Pen nous dit « moi je vais tout supprimer, je vais mettre une taxe sur l'emploi français ». C'est formidable. Simplement, allez regarder nos agriculteurs où ils exportent. Le lait français, il est à 40% exporté en Europe. Les fruits et légumes, ils sont aussi massivement exportés. Donc vous irez massivement importés en l'occurrence. Vous irez expliquer à nos concitoyens qui travaillent dans ces secteurs que nous allons fermer nos frontières, mais que les autres pays européens continueront, eux, à importer. Donc non, je suis pour être sérieux. Je suis pour réformer les choses. Mais les réformer avec un dialogue justement constructif et un rapport de force que nous allons créer en étant plus forts. Ça fait 20 ans qu'on entend ça. Non, mais simplement parce qu'à chaque fois, on a fait des propos d'estrade comme vous sur l'Europe, sans prendre nos responsabilités. En tout cas, moi, je vois la France, elle peut réformer les choses si d'abord elle est forte et qu'elle fait ses réformes. C'est ce que je ferai dès le début de mon quinquennat sur le marché du travail et les autres sujets que nous évoquerons. Ensuite, c'est de demander à l'Allemagne de rouvrir justement ces sujets et d'avoir une Europe qui protège. Je veux réformer la directive travailleurs détachés, mais la réformer par une harmonisation sociale. Pas la laisser comme elle est aujourd'hui, mais pas
tout jeter par la fenêtre. Et je veux une Europe qui protège les agriculteurs, qui protège dans le secteur du numérique et qui protège à ses frontières aussi en matière d'immigration. C'est ça, avoir une politique responsable. Nathalie Arthaud. Voilà, vous ne voulez... Quel enthousiasme. Un cri de femme. Vous voulez aucune rivalité entre les travailleurs de tous les pays, vous voulez l'ouverture des frontières, mais comment est-ce que vous protégez les travailleurs français? D'abord, je tiens à dire que ces discours sur l'Europe, c'est vraiment de la diversion. Parce que dans les entreprises, ce n'est pas l'Europe qui force le grand patronat à aggraver l'exploitation, à augmenter les cadences, à augmenter le temps de travail, à imposer le travail intérimaire, la sous-traitance, donc des salariés de plus en plus flexibles. C'est pas l'Europe qui pousse les grands groupes à écraser les petites entreprises qu'ils étranglent. Non, ça c'est un choix politique pour effectivement faire plus de profits, avoir plus de dividendes à verser aux grands actionnaires. C'est ça la réalité. Alors moi, quand j'entends Madame Le Pen, c'est quand même, vous avez la primeur de ce point de vue-là, la spécialiste, effectivement. Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Asselineau expliquer que c'est l'Europe qui est la source de tous les maux. Réalité. Eh bien, je dis que c'est tromper les travailleurs. Et pendant ce temps, oui, le grand patronat se frotte les mains parce que lui, en toute impunité, eh bien, il peut écraser la condition ouvrière. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises, il y a des négociations sur les salaires. À Renault, Carlos Ghosn a prévu déjà de donner 30% de plus aux actionnaires. Vous savez combien on doit les ouvriers de Renault? 0,6% d'augmentation. Vous allez me dire que c'est l'Europe encore? Oui, sans doute. Vous allez me dire que c'est l'Europe. C'est pas vrai. Ça, c'est dans l'ADN de n'importe quel patron. Il sait très bien que son argent, eh bien, il le fait effectivement contre les travailleurs. Donc, moi, dans cette élection, je dis au monde du travail, ne marchez pas dans tout ça. Et surtout dans cette division qui fait qu'on se dresse les uns contre les autres, mais même les travailleurs détachés. J'aime pas cette façon de discuter. C'est pas le travailleur détaché qui essaye de gagner son pain. Nous aussi, si on ne trouve pas de boulot, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on bouge. Donc, il ne faut pas se laisser opposer les uns aux autres et il faut effectivement s'adresser à ceux qui dominent aujourd'hui et qui tiennent nos vies entre les mains. Merci. Alors, ça peut vous apparaître comme une reprise de parole de gens que vous avez déjà écoutés, mais notre ordre est fait. Vous allez avoir la parole les uns les autres, c'est sûr. Jean-Luc Mélenchon est dans notre liste, mais tous ceux qui sont là l'auront absolument. Jean-Luc Mélenchon, c'est très simple. Nathalie Arthaud dit c'est pas l'Europe. Vous dites c'est l'Europe? Mais je pense qu'elle sous-estime le rôle des superstructures juridiques, comme dirait Karl Marx. Parce que vous avez une organisation de l'Europe qui favorise la surexploitation. C'est ça qui est important. Quand l'Europe dit que la durée maximum du travail, c'est 48 heures... L'État français, non plus. Non, Mais si, madame. Il n'aide pas à l'exploitation. Mais bien sûr. Alors... Et les capitalistes prennent leurs décisions, nous en sommes bien d'accord. Mais quand, par exemple, le cadre européen, c'est de dire la durée du travail peut être jusqu'à 48 heures, imaginez qu'elle ait dit 35 heures, on serait dans une autre situation. Mais comme elle a dit 48 heures, là-dessus peut passer M. Fillon, qui, lui, veut faire travailler tout le monde sans durée maximum du travail. Donc, écoutez, je ne veux pas solder avec vous un conflit, je demande juste qu'on entende la chose suivante. Ces messieurs ont raison de dire que le cadre nous interdit de développer notre énergie et nos capacités. Pourquoi? Parce que l'harmonisation sociale est interdite dans les traités européens. Ce n'est pas l'idée européenne que je mets en cause. Ce sont les traités que ces messieurs ont fait voter, notamment le gouvernement de François Hollande, le traité budgétaire. De l'Europe. Mais interdire, ça veut dire vous n'avez pas le droit de décider en Europe que, par exemple, tel niveau de cotisation sera le même partout. Vous n'avez pas le droit de décider que telle ou telle activité sociale va être la même partout. Vous n'avez pas le droit. Par conséquent... Il faut sortir de l'Europe, monsieur Mélenchon ? Pardon? Il faut sortir de l'Europe. Il faut donc... Mais non, madame, il y a un... Enfin, c'est incroyable. Alors. Mais monsieur Asselineau, mais j'en conviens, j'ai une divergence avec vous. Moi, je crois à la puissance de la France. Et je crois que... Mais moi aussi, je crois à la puissance de la France. Donc, je dis, il faut sortir des traités européens. Et pas seulement d'eux. Attention, les amis, pardon. Il faut que cette soirée aussi serve aux gens à bien comprendre ce qui va se passer. Nous allons avoir des traités internationaux qui vont encore aggraver le cadre, le CETA et le TAFTA. Donc, monsieur Asselineau, je vous donne acte du fait que nous avons une divergence. La monnaie n'est pas pour moi un fétiche. Si nous sortons des traités, alors nous pourrons changer les prochains traités. Mais nous ne pourrons pas le faire si nous n'avons pas un plan B. Si tout le monde ne sait pas que si l'on nous résiste, la France s'en ira. Et si on le fait, alors le débat est possible. Monsieur Asselineau, il faut parler avec les autres. Mélenchon. Les Allemands ne sont pas nos ennemis, ce sont des partenaires. Et donc les autres sont prêts à débattre avec nous. On va passer la parole à Jean Lassalle. Jean Lassalle, vous voulez renégocier justement les traités européens pour avoir plus de marge de manœuvre. Vous voulez donc plus d'Europe ou moins d'Europe au final? Mes chers compatriotes, je l'ai dit, je le répète,
il faut que la France retrouve un espace politique, financier, économique qu'elle n'a plus. Je ne discuterai au niveau européen qu'au niveau des chefs d'État et de gouvernement, ce qui n'est pas sans rappeler l'Europe des nations du général de Gaulle. Je rappellerai quand même que nous assurons la sécurité de l'Europe depuis quelques décennies sans que personne ne nous ait jamais demandé si nous avions mal à la tête ou ailleurs. Je rappellerai aussi à Mme Merkel, si elle est toujours là, que certes, et c'est bien, elle a enlevé ses centrales nucléaire, mais enfin, que nous lui fournissons quand même pratiquement 2/3 de son énergie pour l'euro symbolique. Donc, moi, j'ai besoin de récupérer un petit peu d'argent au niveau européen. Je récupérerai 3 ou 4 milliards que je vais réinjecter au niveau des banlieues, parce que c'est un devoir absolu et immédiat, et au niveau des campagnes de France, grande cause nationale. Marine Le Pen, je vous ai vu donc réagir à plusieurs reprises. C'est votre tour de réagir et notamment, vous avez parlé de votre protectionnisme intelligent. Comment évitez-vous les rétorsions prévisibles sur nos produits et donc sur l'emploi français? Et si vous envisagez que précisément la France fasse preuve de rétorsion à l'égard de tous les pays qui eux-mêmes protègent leur marché intérieur. Parce qu'il ne faut pas croire, l'intégralité quasiment des pays du monde, quand c'est leur intérêt, et sur des secteurs particuliers, sur des produits particuliers, vis-à-vis de pays particuliers, protègent leur propre production. Je vous rappelle quand même que la Suisse a des droits de douane agricole, je crois, de près de 55%. Que la Corée du Sud a des droits de douane agricole de près de 41%. Et ils vont très bien. Ils vont beaucoup mieux que nous, beaucoup mieux par exemple que notre agriculture qui, elle, clairement, mais il faut aller parler aux agriculteurs, M. Macron, de temps en temps, eh bien, vous disent que, et notamment les producteurs de fruits et légumes, vous disent qu'ils ne peuvent pas faire face à la concurrence déloyale de production de fruits et légumes qui proviennent de pays dont les salaires sont 3 fois, 4 fois, 5 fois inférieurs aux nôtres. Sans un protectionnisme intelligent, nous allons regarder les emplois se détruire les uns après les autres, les secteurs économiques se détruire les uns après les autres. Il y a 2 jours, je crois, il y avait un grand sujet sur une chaîne du service public, sur le protectionnisme en Suisse. Et regardez ce que disaient les industriels. Ils disaient s'il n'y avait pas de protectionnisme, nous serions morts. Donc nous avons le droit de nous protéger. Les accords de libre-échange qui sont défendus par M. Fillon, le CETA, le TAFTA, qui sont défendus par M. Macron, entre autres, sont des accords de libre-échange dont les professionnels sur le terrain vous disent « ils vont nous tuer ». Ils vont nous tuer. Alors pourquoi ces accords de libre-échange continuent à être défendus par le système, alors même que l'on sait qu'au fur et à mesure que ces accords de libre-échange ont été appliqués, ils ont détruit des pans entiers de notre économie. C'est vrai pour la chaussure, c'est vrai pour le bijou, c'est vrai pour le vêtement, c'est vrai pour l'horlogerie, c'est vrai pour toute une série de secteurs où on ouvre des musées. Mais on n'ouvre plus d'usines. Eh bien moi, je veux inverser encore une fois cette situation. Je veux que nous retrouvions des armes dans la mondialisation comme l'ensemble des autres grandes nations du monde. Votre voisin Benoît Hamon, vous voulez convaincre les Européens d'investir 1000 milliards dans la transition écologique. Comment vous comptez convaincre nos partenaires européens? Et répondez s'il vous plaît à Marine Le Pen. D'abord sur les délocalisations qui existent. Elles ne sont pas seulement le fait de l'Europe. Aujourd'hui, une société française court un risque extrêmement important, les chantiers navals de STX à Saint-Nazaire. Oui, nos savoir-faire peuvent quitter demain la France si nous ne faisons pas les bons choix sur le plan industriel. Et moi, je propose que sur ces chantiers navals, plutôt que d'assister au désarmement de nos savoir-faire, de nos capacités, comme nous l'avons assisté avec la sidérurgie française, nous mettions en place une nationalisation temporaire des chantiers navals de STX jusqu'au moment où nous retrouverons des partenaires. Donc il y a aussi des choix stratégiques que nous pouvons faire plutôt que de mettre en cause l'Europe tout le temps. Moi, ce que je propose, c'est quoi? Il y a 2 options au fond. Il y a ceux qui disent, d'une manière ou d'une autre, on s'achemine vers la sortie de l'Europe. Sortie de l'euro et sortie de l'Europe. Puis ceux qui se disent, aujourd'hui, si rien ne change, nous irons directement vers la sortie de l'Europe, la dislocation, mais il faut encore faire le pari de l'Europe. Et moi, je continue à faire le pari de la construction européenne. Je ne me résous pas à la politique austéritaire de l'Allemagne. Alors, est-ce que l'Allemagne est en train de changer? Moi, j'observe que les déclarations de Martin Schulz, le patron du SPD allemand, qui affrontera Mme Merkel, qui déclare aujourd'hui « la richesse des Allemands s'est faite
sur l'appauvrissement du reste de l'Europe est un progrès. Parce que depuis 2012, il y a eu le Brexit, il y a eu la montée des nationalismes, il y a eu la réalité aujourd'hui de la crise des migrants qui a montré l'absence totale de solidarité des Européens entre eux. Cela amène les lignes à bouger. Et je suis convaincu que nous pouvons, autour de la question de la démocratisation de la zone euro, proposition de traité que j'ai réalisée et soumise à la Commission européenne comme à nos partenaires européens, travail sur lequel je me suis appuyé sur l'implication de l'économiste Thomas Piketty. Nous avons proposé quoi? Que demain, quand on prend des décisions en matière d'impôts, quand on prend des décisions en matière de budget, quand on prend des décisions en matière d'harmonisation sociale ou pas, cela repose sur la légitimité démocratique des parlements nationaux. Et c'est vers cela que je veux aller, c'est-à-dire la démocratisation de la zone euro. L'Allemagne y sera sourde, c'est ce que l'on me dit. Moi, je crois que cette grande république parlementaire qu'est l'Allemagne ne sera pas sourde à un effort de démocratie supplémentaire dans l'Europe. Philippe Poutou, est-ce que votre projet d'ouverture des frontières est compatible avec la protection des emplois en France ? Juste, je voulais répondre à un truc qui était un peu avant, là, sur les charges sociales. Parce que sur les travailleurs détachés. Non, sur les charges sociales, c'est le mot qui revient souvent, qu'il faut diminuer les charges sociales. Il y a Fillon, Macron ou Le Pen qui défendent ça. Sur la création d'emplois. Non, mais c'est pour dire que ça fait des décennies qu'on nous dit qu'il faut diminuer les charges sociales. Les charges sociales, en réalité, c'est quoi? C'est des cotisations sociales. On fait croire que c'est neutre, mais en réalité, c'est ce qui alimente les caisses de la sécurité sociale. Donc, à chaque fois qu'on diminue des charges sociales, on attaque la sécurité sociale et on attaque donc le salaire socialisé, tout ce qui peut être commun et collectif. Donc il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est 32 milliards d'euros qui rentrent pas dans les caisses de la sécurité sociale du fait des exonérations. Donc c'est pour dire que ces politiques-là, c'est des politiques d'attaque contre tout ce qui peut être collectif et contre l'ensemble des populations. Voilà, donc c'est maintenant, je veux bien parler de l'Europe. Sur la question de l'Europe, nous on discute qu'aujourd'hui... je vais commencer par le protectionnisme. Pour nous, c'est une idée dangereuse, c'est même un piège, c'est de faire croire que finalement les populations elles seraient protégées derrière leurs frontières, qu'elles seraient à l'abri et que les capitalistes nationaux protégeraient l'ensemble des salariés. C'est un danger parce qu'en fait, ça divise les peuples et ça fragilise. Et en fait, en réalité, on aura toujours de l'austérité et même peut-être encore plus d'austérité. Parce que le problème, en réalité, c'est ça, c'est les politiques d'austérité. On veut nous faire croire que l'Union européenne, c'est elle qui imposerait l'austérité aux patrons ou aux États de chacun des pays, ce qui est archi faux. En réalité, l'austérité, tout le monde la veut, sauf qu'elle a été organisée à l'échelle européenne. Et c'est vrai que les traités européens ont permis d'organiser l'austérité à l'échelle du continent. Donc nous, ce qu'on discute, ce qu'on essaie de proposer, c'est à la fois évidemment d'abroger tous les traités européens qui organisent cette austérité-là, mais de répondre sur l'idée qu'il faut une autre Europe, une véritable Europe collective, solidaire, contre les banques, contre les capitalistes. Et ça passera par la lutte des peuples, par la résistance des peuples. On a vu les Grecs qui ont résisté contre l'austérité, les Espagnols un peu partout. Donc c'est cette bataille-là. Donc oui, c'est pour l'ouverture des frontières, c'est pour une Europe collective et solidaire, et donc ça passera, juste je finis parce que je vais peut-être prendre un peu de retard, mais sur l'expropriation des banques. Ça nous apparaît fondamental qu'il faut un monopole public bancaire à l'échelle européenne, parce qu'il faut enlever les moyens de nuire aux capitalistes, il faut une banque publique qui permettrait justement de combattre la fraude fiscale, de combattre toute cette triche où ce sont des milliards qui sont planqués dans les paradis fiscaux. François Fillon, il y a une majorité d'eurosceptiques sur ce plateau. Est-ce que c'est vraiment l'Europe qui nous empêche de créer des emplois en France et qui est responsable du chômage de masse? Et vous voulez répondre à Marine Le Pen? Non, pas du tout. Je voudrais juste dire à Benoît Hamon que c'est mon gouvernement qui est rentré au capital, qui a fait rentrer l'État au capital de STX, justement pour la raison que vous avez évoquée. Et je pense effectivement qu'aujourd'hui, dans la difficulté où se trouve ce chantier, et compte tenu des risques de voir le savoir-faire partir, une nationalisation qui ne soit pas permanente, qui soit là pour permettre une solution à cette entreprise, doit être envisagée. Quelle est la situation du monde aujourd'hui? Vous avez les États-Unis qui exerce une pression extrêmement forte sur l'économie européenne et l'économie et la finance, à travers notamment le dollar qui domine les échanges internationaux. C'est pas M. Trump qui a inventé cette politique, il va peut-être l'aggraver, mais elle existe déjà depuis longtemps. Et de l'autre côté, vous avez la Chine et l'Asie qui sont en train de prendre une forme de domination de l'économie mondiale. Donc dans ce contexte-là, on a besoin de l'Europe pour se protéger. Le plus d'Europe? On a besoin de l'Europe, mais on a besoin que l'Europe laisse tomber toute une série de réglementations et de politiques qui sont conduites de manière inutile et inefficace, et on a besoin que l'Europe se concentre sur quelques objectifs stratégiques. Et en particulier, il y en a un qui pour moi est fondamental, c'est qu'on bâtisse une monnaie européenne, puisqu'on a cette monnaie aujourd'hui, qui devienne à terme une monnaie internationale, c'est-à-dire une monnaie qui puisse briser la domination du dollar d'un côté et la future domination de la monnaie chinoise qui arrive de l'autre. Pour ça, il faut que les pays de la zone euro se fixent un calendrier d'harmonisation fiscale, au moins pour la fiscalité
fiscalité des entreprises. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans pour la fiscalité des ménages, sous l'autorité des chefs d'État et de gouvernement. C'est une priorité absolue pour assurer la souveraineté de l'Europe et défendre à l'intérieur de cette souveraineté de l'Europe notre indépendance nationale. Puis après, il y a d'autres priorités, que l'Europe ait des frontières, qui soient des frontières défendues, qu'elle ait une alliance de défense qui lui permette de partager les charges en matière de défense et qu'elle ait une stratégie sur toutes les questions numériques où on voit que c'est le levier de la croissance de demain, et on voit l'Amérique et l'Asie qui sont en train de nous prendre en étau sur ces sujets-là. Puis un dernier mot sur la directive sur les travailleurs détachés, pour dire qu'il y a une solution qui consiste simplement à dire que les travailleurs qui viennent des autres pays européens peuvent venir travailler dans les autres pays, mais il faut que le coût du travail soit équivalent. Donc il faut payer des charges sociales au niveau des charges sociales de ce pays. Alors on m'explique que c'est pas possible parce que où vont aller. Ce qui est extra, moi je vais me battre. Moi je vais me battre. Attendez, vous voulez. Oui, je vais vous terminer. Et donc si on ne peut pas, il faut évidemment que les travailleurs qui vont payer ces charges sociales puissent en profiter. Donc elles doivent être versées à un fonds européen qui va venir en aide aux pays les plus modestes, les plus pauvres de l'Union européenne. Mais en tout cas, interdire la libre circulation des travailleurs en Europe, ce serait une erreur. En revanche, vouloir que ces travailleurs aient un coût qui soit équivalent à ceux des travailleurs nationaux dans chaque pays, je pense que c'est la bonne solution pour sortir de cette difficulté. Ça ne sera pas simple, il faudra se battre, parce qu'il y a des pays européens qui ne sont pas d'accord, mais je suis convaincu qu'on peut y parvenir. On a 2 candidats très en retard, Jacques Cheminade et François Asselineau. Franchement, François Fillon, qui peut vous croire, alors que votre gouvernement et toute votre carrière politique, vous avez Nicolas signé... Dupont-Aignan donne des leçons en permanence, mais la première fois que j'ai rencontré, il était chef de cabinet de François Bayrou. Et alors, donc, il est dans le système depuis assez longtemps. Voilà. Et moi, je n'ai pas trahi mes idéaux. Moi non plus. J'ai toujours refusé ces traités, et je ne les ai pas signés, qui ont abaissé la France. Et vous n'avez on pas ne signé peut parce pas que vous dire n'avez aux jamais eu Français, le pouvoir pour le faire. Je ne les aurais jamais signés et je me suis battu. Vous ne l'aurez pas la prochaine fois non plus. Et je me suis battu. Prenez garde à ce que décideront les Français. Oui, vous ne savez pas ce qu'ils vont décider. Et je veux vous dire une chose. Brièvement. Oui, mais parce que c'est une affaire gravissime. Comment croire le Premier ministre qui a bafoué le vote des Français lors du référendum de 2005, qui a fait voter le traité de Lisbonne par le Parlement, qui a été le viol du peuple. Et c'est là où j'ai quitté l'UMP, vous le savez très bien, parce que c'était une forfaiture. Comment vous croire, alors que vous avez fait ça, que les Français ont voté? Je vous rappelle, M. Dupont-Aignan, qu'il y a eu une élection présidentielle en 2007 et qu'à l'occasion de cette élection présidentielle, cet engagement avait été pris. Donc le peuple, il s'est prononcé à l'occasion de l'élection présidentielle. Si sûr de vous, le résultat ne vous a pas satisfait, donc aujourd'hui vous le critiquez. Si vous étiez si sûr de vous, vous pouviez consulter les Français. En vérité, les gouvernements, que ce soit celui de M. Fillon ou celui de M. Hollande, sont passés en force, alors que les Français avaient compris qu'il fallait réorienter l'Europe. Et c'est l'enjeu de cette campagne de 2017. Jacques Cheminade, vous êtes pour la sortie de l'Europe. Réagissez peut-être à ces débats. Oui. La première, c'est demander à Mme Le Pen lui demander que Bernard Monod, votre stratège financier, a déclaré « Je suis un homme des marchés. Notre souhait est de rassurer les marchés financiers. » Comment allez-vous créer de l'emploi avec les marchés financiers qui les détruisent? Et je me retourne vers l'autre favori, vers M. Macron. Monsieur Macron, vous étiez à l'Élysée, vous n'avez pas fait la réforme bancaire qui était nécessaire, qui aurait permis de combattre les marchés financiers. Dénominateur commun, vous ne combattez pas les marchés financiers. Il faut le reconnaître. Ça, c'est la première chose. Pardon, mais je dois finir, Madame Le Pen. Ah bah vous me posez une question, vous voulez pas que je vous y répondrez après. D'accord. Je suis en retard. Allez-y. Nous approuvons. L'autre question, c'est l'Europe. C'est bien ce qu'on dit. Dans l'Europe actuelle se détruit elle-même. Et l'euro est devenu une monnaie de spéculation que Mario Draghi, qui est un banquier douteux, manipule à sa façon, 80 milliards par mois. Les allègements quantitatifs. Donc ça, ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas la cathédrale européenne du général de Gaulle, monsieur Fillon. C'est autre chose. C'est l'Europe de 30 000 lobbyistes qui trahit le sort de la véritable Europe. Et cette véritable Europe, il faut la faire. Je suis d'accord avec monsieur Asselineau. Il faut sortir de l'Europe telle qu'elle est, c'est-à-dire l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, qui est son bras armé, mais pas pour un saut dans le vide, pour créer la vraie Europe, une autre Europe, qui corresponde à celle qu'avaient rêvé les pères fondateurs et Charles de Gaulle. Une Europe des patries, des projets, des États-nations souverains. Et c'est vers celle-là qu'il faut aller avec de grands projets. Et là, avec les BRICS, avec la Chine,
qui porte son système gagnant-gagnant, il faut que cette Europe s'allie pour un projet, pour une autre économie dans le monde, qui ne soit plus sous le diktat des marchés financiers, mais qui soit une économie pour la production, pour le futur. Alors vous allez me dire, on n'est jamais sûr de ses partenaires. En effet, on n'est pas sûr. C'est pour ça qu'il faut se battre avec eux, comme on se bat avec des amis ou avec des ennemis. François Asselineau, c'est votre vision de l'Europe? Quelle est la vôtre? Non, alors moi, ce que je constate, c'est qu'autour de cette table, finalement, sur les 11 candidats à l'élection présidentielle, il y en a 10 qui approuvent le principe de la construction européenne et qui proposent tous une autre Europe, renégocier l'Europe, sortir de l'Europe pour y rentrer. C'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock dans l'affaire Tournesol, n'est-ce pas? On s'en débarrasse jamais. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, ça me fait penser à un proverbe chinois qui dit « c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». Pourquoi? Parce que pour renégocier les traités européens, il faut l'unanimité des 27 autres, bientôt 26 lorsque le Royaume-Uni sera sorti, parce que le grand peuple britannique a compris qu'il fallait s'en aller. Il faut donc l'unanimité des 27 autres gouvernements pour rouvrir des négociations. Et donc rouvrir des négociations qui se sont sédimentées depuis 60 ans et on va leur demander, écoutez, soyez gentils, vous allez accepter de s'aborder vos intérêts nationaux pour nous en donner plus à nous les Français. Évidemment, non. Évidemment, les autres gouvernements diront non, en particulier sur la directive des travailleurs détachés et sur tout le reste. Et puis ça n'est pas tout. C'est qu'à supposer même que l'on ait obtenu les 27 accords unanimes des autres gouvernements, il faut ensuite les 27 autres peuples, c'est-à-dire les 27 autres parlements ou référendums, puisque référendum obligatoire il y a en Irlande. Ça veut donc dire qu'il faudrait obtenir, avec les Français aussi d'ailleurs, il faudrait obtenir 2 fois 28, c'est-à-dire 56 accords unanimes pour changer les traités. Ça n'arrivera jamais. Alors quelque chose qui n'arrive jamais, eh bien il y a 2 choses à faire. Soit on continue à enfumer les Français en leur disant, ça fait quand même des décennies que ça dure, à chaque élection, on leur promet une autre Europe, soit ce que je propose, et je suis le seul candidat du Frexit, c'est-à-dire de faire sereinement, juridiquement, comme le font les Britanniques, la sortie de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne, tout simplement. Marine Le Pen, vous voulez répondre à Jacques Cheminade qui vous a interpellé. Marine Le Pen. Oui, Bernard Monod est à la Caisse des dépôts et consignations, donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit en l'occurrence les marchés. Mais Monsieur Asselineau, permettez-moi, mais je trouve que vous êtes injuste. Je trouve que vous êtes injuste parce que vous proposez une sortie brutale de l'Union européenne. Vous avez d'ailleurs la possibilité de le faire, c'est votre choix. Mais vous ne pouvez pas dire que la démarche qui est la mienne à l'égard de l'Union européenne est une démarche qui ne serait pas franche ou sincère. Sauf que moi, Monsieur Asselineau, je veux que ce soit les Français qui décident. Je considère que cette négociation, on doit la tenter parce que je pense que mon élection sera une chance pour l'Europe. Une chance parce que l'intégralité des pays qui souffrent, et vous l'avez rappelé tout à l'heure et vous avez eu raison, de l'euro, de l'ouverture totale des frontières, du libre-échange intégral, eh bien profiteront de cette occasion, profiteront que la France, ce grand pays, entre en négociation pour se mettre autour de la table. Et à l'issue de ces négociations, M. Asselineau, quel que soit le résultat, eh bien ce seront les Français qui décideront quelle Union européenne ils veulent. Est-ce que celle-là leur va? Est-ce qu'ils veulent en sortir? Ça, c'est le programme, Madame Le Pen, c'est le programme de David Cameron. Oui, mais sauf que David Cameron, il voulait y rester. Lorsque nous assistons actuellement, n'est-ce pas, ils ont fini par sortir. Laissez-moi parler. Un agriculteur qui se suicide tous les jours. Lorsque nous avons une usine qui se délocalise presque tous les jours ouvrables, il est grand temps d'agir. On ne peut plus continuer. J'ai vu d'ailleurs, vous avez fait des déclarations, d'ailleurs, à vrai dire, elles changent tout le temps. Vous avez fait des déclarations comme quoi la sortie de l'euro maintenant, ça serait les élections italiennes en 2018, je ne sais plus quoi. Non. Moi, je ne propose pas de sortir brutalement. Je propose de mettre en œuvre l'article 50. Concluez, monsieur Asselineau, s'il vous plaît. De mettre en œuvre l'article 50 qui va faire une entrée en négociation, justement ce que font les Britanniques, qui durera 2 ans maximum. Jean Et puis, au cours Lassalle. de ces négociations, nous arriverons en parfait accord avec nos partenaires européens à une sortie amiable, puisque tout le monde est d'accord sur cette façon de sortir de l'Union européenne. Mais moi, je veux un référendum et ça fait une différence entre nous, monsieur Asselineau. Merci, Madame Le Pen. Vous êtes en avance sur votre temps. Vous l'avez dit, merci. Jean Lassalle, puis Nathalie Arthaud, qui ne se sont pas assez exprimés sur cette question européenne, avant de conclure cette première partie. Merci, mes chers compatriotes. Je vous ai dit qu'il n'y avait aucune manière de sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes sans retrouver une marge politique et financière. Donc, je vais travailler au niveau des chefs d'État
et de gouvernement, mais pour autant, je ne vais pas organiser de Frexit. Pourquoi ? Parce que la France est déjà suffisamment fracturée. Monsieur Macron, vos marcheurs se sont arrêtés aux frontières de la France. Moi, j'ai continué à travers l'Europe. Et j'ai visité 15 pays. Ils l'ont fait aussi. Je peux vous dire une chose, je ne vous ai pas interrompu, monsieur Macron. Mais je le disais juste. Laissez-moi parler tranquillement. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'ai constaté, c'est que ce qui se passait en France, c'est exactement ce qui se passe dans les 15 autres pays européens. Que se passe-t-il ? Ils ont le sentiment qu'ils ne font plus société avec qui que ce soit et qu'ils ont le derrière entre deux chaises dont les barreaux sont sciés. Il n'y a plus de gouvernement dans leur pays, ou alors c'est un gouvernement des ténèbres, et il n'y a pas non plus d'autorité européenne. Donc moi je ne fais pas de Frexit pour une simple bonne raison. Parce qu'il y a des bonnes choses qui ont été acquises, qui ont été construites après que ces peuples se soient saignés jusqu'au dernier sang. Et moi ce que je veux, c'est qu'après avoir sauvé la paix, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, nos jeunes puissent paisiblement reprendre ce que nous n'avons pas pu faire aujourd'hui. Nathalie Arthaud, sur le Frexit qui est évoqué là. Mais c'est de la diversion, voilà. Dans les entreprises qui décident d'embaucher, de licencier, qui décident du niveau des salaires, c'est le grand patronat. Alors moi, je veux bien qu'on passe 3 quarts d'heure à discuter de l'Union européenne, mais il y a une dictature de la classe capitaliste aujourd'hui sur l'économie. Et ce que je tiens à dire, c'est que vous discutez euro, franc, mais quand on est mal payé, que ce soit en francs ou en euros, on reste mal payé. Donc moi, je le dis, vous discutez de l'euro, vous opposez l'euro au franc, y compris vous, Madame Le Pen, parce que vous ne voulez pas vous engager sur des augmentations de salaire, de vraies augmentations de salaire, parce qu'il faut des augmentations de salaire, il faut des augmentations des pensions de retraite. Les salaires, ils ont pris du retard, beaucoup de retard. Aujourd'hui, le SMIC, on n'arrive pas à vivre. Alors voilà, on nous enfume là avec l'Union européenne, le véritable pouvoir, il est auprès du grand patronat. Moi, je dis aux travailleurs, il va falloir qu'on se batte, nous, pour aller les arracher, nos augmentations de salaire. Effectivement, pour arracher ce minimum de 1 800 € par mois. J'ai une proposition à Madame Arthaud qui va vous montrer qu'il y a un lien entre l'Europe et les salaires. J'ai proposé depuis des années de prendre les 8 milliards d'excédents que nous donnons à l'Union européenne pour financer nos concurrents et de les rendre aux petits retraités. Ça fait 100 € par mois. Carrefour ne pourrait pas augmenter les salaires de ses caissières. Vous croyez que Sodexo ne pourrait pas augmenter les salaires? Mais ils n'ont pas besoin de changer les règles. Jacques Cheminade, vous avez un peu de retard. Jacques Cheminade, voilà, Nathalie Arthaud dit c'est une diversion. Vous êtes pour la sortie de l'Europe. La vraie question, c'est les marchés financiers et qui les contrôlent. Et l'Europe est la courroie de transmission de ces marchés financiers. Alors le combat doit être poursuivi partout, en gagnant des positions partout où on peut. En voyant l'essentiel et en voyant que c'est ce monde de la City et de Wall Street qui a été accepté par une fausse Europe, et il faut rebâtir une vraie Europe avec les pays qui y sont disposés. Et ça doit être notre projet, le plan Fouché de 1962, que M. Asselineau semble ignorer, est le vrai sujet. Comment faire une Europe pour les patries, le progrès, et qui soit exemple pour le monde. Eh bien, aujourd'hui, personne ne le propose. Vous semblez ignorer que le plan Fouché, justement, n'avait pas été accepté par les partenaires européens. Madame Elkrief, il manque un point. C'est pas une question. Il manque un point à ce débat. Que se passe-t-il si nous sortons de l'Europe ? Que se passe-t-il pour les agriculteurs? Que se passe-t-il pour l'inflation? Que se passe-t-il pour le pays? Parce que moi, je veux bien que tout le monde ait un schéma en tête disant je vais montrer les muscles et puis si ça bouge pas, on sortira peut-être. Mais que se passe-t-il derrière? Parce que plan A, plan B, c'est très intéressant. Mais c'est quoi le plan C? En tout cas, le plan pour les Français derrière en matière d'inflation, en matière d'emploi, en matière de dette. Moi, en tout cas, je préfère avoir aujourd'hui la remise en cause de l'austérité parce qu'elle est en train de disloquer l'Europe, mais construire l'Europe et continuer à parier sur la coopération, parce que demain, pas d'Europe, c'est la compétition à tout va. La compétition à tout va. Et ça, je ne l'ai pas entendu, ça. La compétition, Madame Le Pen. Et ça, vous serez bien mal armé. Et la France sera bien mal armée avec vous à cette tête. Merci à tous. Le dernier mot de cette partie. Oui, moi je ne veux pas laisser s'installer une espèce de faux débat. Très brièvement. Celles et ceux qui protègent les Français en disant en effet on sort de l'Europe et les autres qui seraient pour le laisser aller. Non, l'Europe, elle permet de protéger. Ce que vous proposez, Madame Le Pen, c'est en effet de la baisse de pouvoir d'achat pour les Français. Parce qu'avec la sortie de l'euro, pour les épargnants, pour les travailleurs, ce sera une baisse du pouvoir d'achat. Ce que vous proposez, c'est la guerre économique. Et nous ne sommes ni la Suisse, ni la Corée du Sud, Madame Le Pen. La réalité de notre vie économique, c'est que ce seront des destructions d'emplois. Ce que vous proposez,
c'est le nationalisme. Moi, je viens d'une région où les conflits entre justement les pays d'Europe et Jean Lassalle l'a très bien rappelé, il faut savoir d'où on vient et où cette séparation nous ramènera. Le nationalisme, c'est la guerre. Moi, je viens d'une région qui est pleine de ces cimetières, si vous voulez. Et je ne veux pas retourner de ce côté. Un dernier mot, François Fillon. Donc, ne l'oublions jamais. N'oublions pas de quel côté nous venons. Monsieur Fillon, vous répondrez, Madame Le Pen. Ça fait 70 ans, Madame Le Monsieur Pen. Fillon, on ne se présente pas comme la nouveauté quand on ressort des vieilles badernes qui ont au moins 50 ans. Mais Merci. Madame Le Pen, vous ressortez... Madame Le Pen, vous ressortez, pardon de vous le dire, mais les mensonges qu'on entend depuis 40 ans et qu'on entendait dans la bouche de votre père. Je regrette de le dire. Allez-y, François Fillon. Merci à tous. François Fillon. Moi, je voulais juste François Fillon, s'il vous plaît. Ajouter un mot parce que Mme Le Pen a un programme économique avec beaucoup de dépenses, 150 ou 160 milliards de dépenses supplémentaires, et elle justifie ce programme économique pour une part par sa sortie de la monnaie européenne et par les mesures qu'elle vient de proposer à l'instant. Mais elle ajoute depuis quelque temps, et elle vient de le redire aujourd'hui, qu'à la fin, elle va soumettre aux Français, par référendum, et elle a parfaitement raison de le faire, cette question de la sortie de la monnaie européenne. Or, comme on sait tous qu'il y a une immense majorité de Français qui ne souhaitent pas sortir de la monnaie européenne, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de politique économique de Mme Le Pen, parce que cette politique économique s'effondrera à la minute où les Français se seront prononcés sur la question du maintien dans la monnaie européenne. Merci à tous. Cette première partie est terminée. Tout le monde s'est exprimé. Les temps de parole sont relativement équivalents. On le savait, on vous l'avait dit, il y aura des frustrations. 43, c'est relativement la même chose. Vous voulez dire encore un mot? Allez-y. Allez-y, Jean-Luc Mélenchon. Je n'ai juste qu'un ou deux mots à dire. Vous n'êtes pas raisonnable. Vous allez d'un extrême à l'autre et vous oubliez la question centrale qui est la puissance de la France. Nous représentons 18% de l'économie européenne. Nous ne sommes pas dans la même situation que M. Tsipras, qui n'en représentait que 2%. Jamais personne n'a dit à Mme Merkel, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous proposez. Cette femme a toujours été cohérente. Ceux qui ne l'ont pas été, c'est M. Sarkozy et M. Hollande, qui ont tout envoyé balader, et lui ont dit où est-ce qu'on signe. Par conséquent, l'attitude raisonnable consiste à faire une proposition alternative. Et cette proposition alternative peut être entendue. J'ajoute, pour terminer, que de toute façon, la question de la réécriture d'un traité est engagée. Il y a des propositions qui sont faites. Par conséquent, ça n'est pas chambouler le monde que de se préparer à y faire une proposition. Et ensuite, une fois qu'on aura négocié, à demander aux Français s'ils sont d'accord avec le résultat de cette négociation. Si vous connaissez autre chose que la démocratie pour régler un problème, n'hésitez pas à nous le dire. Donc il n'existe pas d'autre chemin que celui que je vous indique, Benoît Hamon. Il ne faut pas ironiser. Jacques Cheminade. Plan A, plan B. Non, mais j'ironise pas, Jean-Luc. Le plan B, c'est une manière de faire ce que n'a pas su faire Alexis Tsipras. J'entends. Si on ne dit pas... Merci Jean-Luc Mélenchon. On a un point d'accord. Alors il ne se passera rien. Un point d'accord. L'austérité aujourd'hui, ça ne tient plus. Mais j'ai un désaccord avec vous, Jean-Luc Mélenchon. Je pense aujourd'hui que là où vous mettez très haut la barre des menaces, il aurait fallu que vous mettiez très haut la barre des solutions. Ça manque de solutions, votre programme sur l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle ça finira au plan B. C'est ma conviction. Moi, ma conviction aujourd'hui, c'est que le chemin que vous proposez, c'est la sortie de l'euro et de l'Europe. Jacques Cheminade. Vous avez le droit, mais c'est votre... Non, merci Jean-Luc Mélenchon. Allez-y, Jacques Cheminade. Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas moi qui ai voté Maastricht, c'est vous. Eh bien alors lisez ce que font les autres. Mais moi, je regarde votre parcours. L'honneur de regarder votre trajectoire. Je suis en retard sur la famille. Jean-Luc Mélenchon. Allez, c'est un débat citoyen républicain. Allez-y, Jacques Cheminade, allez-y. Allez, j'ai dit, lancez-vous. En 1995, qu'une très grave crise financière allait éclater dans 10 à 12 ans. Elle a éclaté. Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui, avec la même autorité, qu'il y a un tsunami financier qui vient et que beaucoup des propos qu'on a tenus ici n'ont aucun sens par rapport à cela. Et je pense qu'exister, c'est résister, comme on l'a dit à plusieurs reprises, et qu'il faut se battre pour un projet, pour un futur, et que si on en reste à critiquer le présent, on ne va nulle part. Cette première partie est donc terminée. Je vous le disais, il y aura eu des frustrations, mais restez avec nous. Nous revenons juste après la pub. Nous évoquons comment protéger les Français, comment assurer une démocratie exemplaire, comment moraliser la vie publique. À tout de suite. Pourquoi faut pas leur donner des antibiotiques aux poulets? Parce qu'il y a d'autres solutions très efficaces. Des plantes, des huiles essentielles. Pourquoi tout le monde fait pas ça? Ça viendra.